Selon l'INSEE, la commune de Moselle où la rémunération à l'heure est la plus élevée est Plappeville avec 22,3 € par heure de travail en moyenne. Les communes où les salaires sont les plus élevés se situent en banlieue des principales villes, à l'image de Metz ou de Thionville. A l'inverse, c'est dans les communes désindustrialisées, comme dans la vallée de la Fensch et la Moselle-Est, que les revenus sont les plus faibles. Les communes de Bérennes-les-Forbach et d'Andin-le-Tiche clôturent le classement avec 12,1 € de l'heure. Metz est 44e, derrière Saint-Avold 42e, mais devant Thionville et Sarreguemines, respectivement 53e et 67e. En période estivale, les épisodes de sécheresse peuvent causer un manque d'eau en Moselle. Les centrales nucléaires ont besoin de cette eau pour fonctionner. Nous avons visité les installations ici à Cattenom pour savoir comment on se prépare. Le nucléaire est le 3e plus gros consommateur d'eau en France. À Cattenom, il faut pomper 10 litres d'eau pour produire 1 kWh, soit 9 mètres cubes par seconde à plein régime. Ce que nous prélevons, nous l'utilisons pour refroidir nos installations et donc la ressource eau est quelque chose d'important. Le règlement stipule que nous ne devons pas réchauffer l'eau de la Moselle de plus de 1,5 degré entre l'eau que nous prélevons dans la Moselle et l'eau que nous rejetons dans la Moselle. Puisée à température ambiante, cette eau rencontre le circuit primaire du réacteur sous pression à 300 degrés. La vapeur générée va produire l'électricité. Mais l'eau de la Moselle, réchauffée de près de 12 degrés, doit d'abord passer par une tour aéro-réfrigérante de 165 mètres de haut. C'est ici, dans cette tour de refroidissement, que toute l'eau qui a été réchauffée dans les installations va venir être cassée par des grilles et ensuite repartir sous la forme de vapeur dans cette énorme cheminée. L'eau repartira dans la nature, en vapeur ou en gouttelettes vers la Moselle, avec quelques dixièmes de degrés de différence. En période de sécheresse, on veille à préserver un certain débit dans le fleuve depuis la salle de contrôle du réacteur 1. La spécificité de l'unité de production numéro 1, c'est d'avoir la gestion de notre source froide qui est la Moselle ainsi que le lac du Mirgenbach à travers des instruments qui se trouvent sur un des pupitres de l'installation où on va avoir des informations en temps réel sur le prélèvement d'eau qui est fait sur le cours d'eau, sur les paramètres physico-chimiques de la Moselle. C'est impossible que le lac ne soit plus, la retenue n'ait plus d'eau par les sécheresses, ce serait vraiment quelque chose. Ça n'est jamais arrivé que notre retenue n'ait plus d'eau, puisque dès lors qu'on est en hiver ou dès lors qu'il y a une période de forte pluie, on rebascule sur la Moselle, ce qui permet de remplir la retenue. Même si vous fonctionnez, ça nous arrive parfois de fonctionner 8 jours sur le lac. Direction le lac de Mirgenbach, une étendue artificielle de 7,3 millions de mètres cubes à 3 km. Tampon thermique pour respecter l'interdiction de rejeter de l'eau à plus de 28 degrés, il sert aussi de bassin d'appoint. Quand le débit de la Moselle passe inférieur à 18,5, nous basculons le prélèvement sur la retenue. Donc soit complètement, c'est-à-dire toutes les tranches sont alimentées par le lac, soit partiellement, c'est-à-dire une paire de tranches qui est alimentée par la retenue. Dans une situation catastrophique, Cattenom peut arrêter l'une de ses unités pour consommer moins d'eau. Le débit autorisé peut aussi être modifié temporairement. En 2022, l'effet de la canicule n'a baissé la production que de 0,2%. Depuis son ouverture, jamais la centrale de Cattenom n'a mis à l'arrêt ses 4 réacteurs en même temps par manque d'eau. La circulation des TER Grand Est entre Metz et Nancy sera interrompue dans les deux sens à partir du samedi 12 août à 12h30 jusqu'au mardi 15 août à 10h30. Des travaux sur la ligne sont prévus, des bus de remplacement sont mis en place par la SNCF. Retrouvez tous les horaires sur le site internet de la SNCF. Ils sont venus nombreux à la médiathèque de Sarrebourg pour voir et surtout pour écouter Arnaud Thierry, dit Astronogeek, youtubeur scientifique spécialisé en astronomie et qui a plus de 850 000 abonnés. Le vidéaste, originaire de la ville, est venu parler des étoiles et surtout des Perséides, une pluie d'étoiles filantes particulièrement visible pendant cette période de l'année. Nous avons profité de l'occasion pour lui poser 3 questions. L'astronomie, c'est une science qui en regroupe plein d'autres. On va parler de chimie, on va parler de physique. Il y a quand même le mouvement des astres, ça s'explique par la physique. La composition de l'atmosphère d'une planète lointaine, on va se mettre à parler de chimie. Il y a la xénobiologie aussi, la recherche de la vie extraterrestre, qu'on n'a pas trouvée encore. Et l'astronomie, c'est aussi et surtout la science de l'immense.
de l'immensément petit, de l'immensément grand, de l'immensément lointain. Enfin, on parle vraiment de distance, de durée qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de se figurer ce qu'est 1 kilomètre, il va être capable de me le dire. Si je lui demande de se figurer ce qu'est 1 million de kilomètres, il n'en est pas capable. Ce qu'est une étoile filante, il faut d'abord savoir que physiquement, ce sont des poussières. Des poussières qui se promènent dans l'espace, et il se trouve que la Terre, en août, passe dans un nuage de poussière qui a été laissé, il y a longtemps, par une comète qui est passée par là. Cet essaim, on le traverse en été. Mais il y en a d'autres. Celui-ci, c'est l'essaim des Perséides, mais en hiver, par exemple, on a les Léonides. On les appelle les Perséides parce qu'elles semblent venir de la constellation de Persée. Elles ne viennent pas de la constellation de Persée, mais c'est la direction dans laquelle se dirige la Terre à ce moment-là. Essayez de vous figurer ce que ça fait de rouler en hiver, la nuit, dans une tempête de neige, en plein phare. Vous avez les flocons qui arrivent droit sur le pare-brise et vous avez l'impression d'être dans Star Wars avec les trucs qui défilent autour de vous. Alors que les flocons, eux, ne font que tomber et c'est vous qui voyagez à 50 ou 60 km/h dans le nuage. Et bien là, la Terre fait la même chose. Et en rentrant dans l'atmosphère, ces petites poussières qui, du coup, rentrent dans l'atmosphère à plusieurs kilomètres par seconde, s'échauffent tellement qu'elles se mettent à briller pendant une fraction de seconde. Une chouette hulotte qui date du 19e siècle et qui conserve elle aussi une étiquette sous le socle qui permet de retracer son histoire. 280 pièces qui ont quitté le musée de la Cour d'Or en 1976 vont ressortir des placards. Des ours, des fauves, des plantes ou même des coquillages. Des œuvres, parfois uniques, issues des collections historiques fondées en 1817 et intégrées au musée à sa création en 1840. Il est arrivé dans nos collections au XXe siècle et il est en station debout, c'est-à-dire qu'il est en posture plutôt agressive. Et cet ours va nous servir dans le pavillon de la biodiversité à aborder l'histoire de la chasse de l'ours, puis de sa protection et de sa réintroduction en France. Au total, 35 000 pièces sont entreposées ici. Ce n'est donc qu'une infime partie qui retrouvera le public. Parmi les plus anciens spécimens de notre collection, nous conservons cette dent de narval qui ressemble à une corne de licorne. Elle fait 2,10 m de long et elle pèse 5 kg. Certains mobiliers historiques seront visibles aussi, comme l'armoire du naturaliste messin Hollandre à l'origine des premières collections. Au décès de Jean-Jacques Hollandre, sa veuve a tenu à offrir au musée ses collections. Nous avons la chance de conserver sa collection d'entomologie, c'est-à-dire d'insectes, sa collection de coquillages, sa collection de botanique et ses fossiles. Dans l'ancienne bibliothèque de recherche du musée de l'Eurométropole de Metz, vidée de ses livres depuis des années, le pavillon de la biodiversité se construit. Le gros œuvre est en cours pour surveiller l'humidité, la température ou la consommation énergétique, des paramètres essentiels pour la préservation. Et dès l'année prochaine, un scénographe doit travailler sur le parcours des visiteurs. Après les études scientifiques, le choix des collections à présenter, nous sommes arrivés à un séquencement. Un séquencement qui permettra de comprendre l'histoire de la discipline histoire naturelle, l'histoire de la conservation de ces espèces, avec la prise de conscience de ce qu'est la biodiversité. Ce n'est pas si évident que cela à comprendre, de voir quel est le rôle de l'homme dans l'érosion de la biodiversité. 8 espaces naturels régionaux, au sens de l'ancienne Lorraine, vont présenter les principaux animaux qui y ont vécu ou qui y vivent encore. Et puis évidemment, en forme de conclusion, qu'est-ce que l'on peut faire pour préserver, limiter l'érosion de la biodiversité. Le pavillon de la biodiversité, imaginé en 2020, ouvrira en septembre 2025 dans un nouvel espace de 360 mètres carrés, directement accessible depuis l'accueil du musée. Sans sucre, sans gluten et certaines même sans lactose, Aurélia Devos concocte ses pâtisseries avec ses propres ingrédients. Ce matin, des gâteaux au chocolat avec une recette inhabituelle. Donc avec de la courgette râpée, on a de la poudre d'amande, des œufs, du sucrant, du cacao. Et en fait, on n'a pas du tout le goût de la courgette. Allez, le tout est mélangé, on ajoute l'ingrédient magique. La courgette râpée
C'est ce qui va donner le moelleux au gâteau. Adaptées au régime cétogène, aux intolérants au gluten et lactose, les douceurs qu'elle propose dans sa pâtisserie, ouverte à Metz depuis 6 mois, sont inspirées des classiques, mais adaptées avec ses produits. Au niveau des matières grasses, on va utiliser l'huile de coco au lieu d'utiliser le beurre. Et au niveau des crèmes, ça va être crème de soja, crème de coco, enfin on passe tout en végétal. C'est pas ça qui va changer le goût en fait. Côté farine, on opte pour du maïs et de l'édulcorant naturel pour le goût sucré, comme avec ces gâteaux tout juste sortis du four. Bah écoutez, moi après vous me dites, le dimanche 3 je peux pas parce que c'est la brocante et là ça va être chaud. Donc, et son carnet de commandes n'a pas de mal à se remplir. Quand on a ouvert, c'était principalement des personnes diabétiques qui pouvaient se permettre de nouvelles pâtisseries. Après, on a toutes les personnes qui sont en alimentation cétogène, comme moi, donc qui mangent des produits très faibles en glucides. Sur la plupart des recettes, je vais aller chercher en fait de façon à obtenir la même texture, le même goût que la pâtisserie traditionnelle. Donc je vais plagier les grands gâteaux, les grands classiques. Et après, sinon, c'est de la création de toutes pièces. Il y a des choses qui n'ont toujours pas abouti. La pâte feuilletée reste très compliquée. Tout ce qui est viennoiserie. Après, on continue à tenter, quoi. On y arrivera bien un jour. En ligne, la pâtissière 2.0 propose quelques recettes à tester chez soi. Son rêve, ouvrir un salon de thé sans gluten, sans sucre, mais 100% plaisir.